Voilà, c'est la deuxième séquence du ZCL News aujourd'hui. Je vous l'ai dit, il y aura un débat que propose Madame Saint-Sauveur. C'est son troisième épisode. Bonjour. C'est le dernier ou c'est l'avant-dernier? Ça dépendra de ZCL News. Il y aura encore d'autres. Bon, alors, elle n'est pas seule. Elle est avec Madame Francine Fleurette, directrice de la Mutualité française. Bonjour. Bonjour. Avec Daniela Patchan, qui est adjointe au directeur de la APF Pôle Guadeloupe Autonomie. Bonjour. Avec aussi Ludmila Canouge, qui est coprésidente des Amis du Bien Vieillir. Bonjour. Et aussi avec Madame Eliane Guiogou, qui est présidente de l'UDCAS. Bien, alors, comme un Guiogou ne peut pas cacher un autre, on va faire tout de suite un reportage sur l'arrivée du nouvel évêque à la rencontre de ses fidèles. C'est parti. Politique de l'autonomie que l'UNIOPS a rendu public il y a quelques jours. Ce plaidoyer, c'est son originalité dans le débat actuel et de vouloir prendre d'un seul tenant, d'une seule voix, les questions de perte et de manque d'autonomie, qu'il s'agisse des questions liées au... C'est un rassemblement sur l'Esprit Saint, comment cet Esprit Saint permet aussi une vie intérieure. Voilà, la communauté charismatique qui se retrouve, qui se rassemble. Je crois qu'il y a à peu près 800 personnes rassemblées de toute la Guadeloupe. Et donc j'ai profité, puisque c'était aussi dans le programme, de dire que c'est une belle occasion de rencontrer toutes ces personnes réunies. C'est le Seigneur qui nous rassemble, c'est le Seigneur qui nous ramène ici. Donc je voulais aussi vivre ce petit temps avec eux. On a fait un rassemblement grand groupe pour le peuple, pour réunir le peuple, leur donner déjà un avant-goût du congrès futur, parce que le congrès va avoir lieu le 1er, le 2 juillet au Palais des Sports du Gosier. Alors donc aujourd'hui, c'est déjà les prémices et le peuple est heureux, d'autant plus qu'ils ont eu la grâce d'accueillir le nouvel évêque. C'est un sentiment de joie puisque ce matin, j'ai célébré à la cathédrale à la messe de 6h30. Donc moi, ça me fait aussi en 2 jours beaucoup de choses qui s'accumulent, mais de belles choses. Donc à la cathédrale avec ce chant « Le Christ est vivant », voilà, qui nous a portés. Et bien encore ici, de se dire aussi, nous sommes dans l'élan de Pâques. Donc c'est beaucoup de joie, beaucoup d'émotions et surtout la joie de voir que le peuple est content, heureux d'avoir un pasteur, un nouveau pasteur pour son diocèse. Voilà. Bien, on aura l'occasion d'en reparler, mais pour l'heure, on va venir à la réforme du grand âge, puisqu'il y a eu des travaux du Conseil national en France de la refondation du bien vieillir. C'est la raison pour laquelle Madame Marie-Chantal Saint-Sauveur, je le disais tout à l'heure, qui a déjà proposé au moins 2 débats, donc c'est le 3e sur la question du bien vieillir en Guadeloupe. Cette fois-ci, c'est la réforme du grand âge. Alors, Madame Saint-Sauveur, nous allons un petit peu contextualiser ce débat, puisqu'il y a des personnes que je ne connais pas, enfin, 1 ou 2 exceptions près, savoir un peu pourquoi elles sont là. Alors, moi, j'ai proposé cette thématique parce que c'est l'actualité. Les travaux sur le bien vieillir viennent de se terminer. L'UNCAS a été l'une des premières organisations à publier sa position, son positionnement. Donc, c'était pour nous l'opportunité de demander à notre représentante locale de l'UNCAS de venir nous en parler de ces travaux auxquels l'UNCAS a participé. Et pour l'accompagnement, j'ai proposé à ZCL News des acteurs incontournables sur la question du bien vieillir, la Mutualité française, le pôle territorial de coopération économique, APF Pôle Autonomie Guadeloupe, parce que la question du vieillissement et de l'handicap, ces 2 questions-là sont liées et c'était l'occasion d'entendre ceux qui œuvrent pour le handicap en Guadeloupe. D'accord. Alors tout à l'heure, je viens de recevoir des gens de l'APA, vous avez dû entendre ça, et la responsable de l'APA me disait que de toute manière, en Guadeloupe, le vieillissement est pratiquement incontournable. De l'autre côté, beaucoup de nos jeunes quittent la Guadeloupe aussi pour d'autres raisons sur lesquelles on ne va pas revenir aujourd'hui. Donc, il s'agit aujourd'hui de trouver une possibilité pour que nos personnes âgées vivent au mieux possible. C'est bien ça, le deal. Oui, mais surtout emmener à la sensibilisation du plus grand nombre
Oui. à la mobilisation de tous, parce que nous sommes tous concernés. Oui. Moi, avant de venir là, ce midi pour le débat, j'étais aux côtés d'une personne âgée, une voisine de plus de 80 ans. Elle était partie depuis ce matin à la sécurité sociale. On voit que tout est lié. Hein. À travers cette histoire-là, vous verrez que tout est lié. Nous qui sommes là, nous le savons, peut-être pas tous. Elle est partie ce matin à la sécurité sociale pour le renouvellement de sa complémentaire santé. C'est une démarche qui peut être faite en ligne. Mais elle y est allée accompagnée de quelqu'un à la sécu. Elle revient vers 11h. Elle doit faire face aux dégâts laissés par un voleur qui est passé entre-temps chez elle. Donc la question de la sécurité, la question du numérique, la question de la santé, mais tout du est déplacement lié. même. Du déplacement, de la mobilité, de l'aménagement du territoire, tout est lié. Oui. Ce sont les raisons qui font que nous sommes là ce midi pour parler de la problématique du vieillissement, de ce que cette réforme peut nous apporter, ce sur lequel nous devons essayer d'obtenir des résultats pour que nous puissions répondre aux enjeux de la meilleure des façons. Alors, je vais demander à Ludmilla de nous dire un petit peu ce que c'est que le PTCE et quelles sont ses missions dans le cadre de cette réforme. Alors, le PTCE, les Amis du Bien Vieillir, donc PTCE, Pôle territorial de coopération économique, se veut en fait la tête de proue de la silver economy sur notre département. C'est une filière qui n'est pas encore très organisée et en même temps, la silver economy, pour ceux qui ne connaissent pas le mot, on parle de personnes âgées, des plus de 60 ans, de nos seniors. Et en fait, cette filière n'est pas encore très bien structurée. Il y a encore beaucoup de domaines qui ne sont pas encore explorés sur notre département et qui devront être développés forcément pour améliorer le quotidien. Et dans l'idée du PTCE, c'est bien ça, c'est améliorer la qualité de vie de nos seniors. Donc c'est notre but, essayer de faire un maillage de cette filière économique qui sera forcément porteuse pour notre département. Alors, dans la silver economy, qu'est-ce qui fonctionne? On ne va pas s'arrêter aux ce qui ne fonctionne pas, on va voir ce qui fonctionne. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fonctionne? Bien. Vous avez dit qu'il y a des choses qui ne sont pas encore opérationnelles. Là, quand on parle de silver economy, on parle d'une cible, on va dire, les personnes âgées, et donc c'est très transversal. On va parler du logement, on va parler de rénovation, on va parler de mobilité, le déplacement, le transport, ce qui n'est pas organisé chez nous, par exemple. Oui. On va parler de santé, de prévention de chute. C'est transversal, en fait. Oui. Donc, à partir de 60 ans, il y a des choses à mettre en place. Et pour mieux vieillir chez soi... Qu'ils ne le sont pas encore On n'y est pas encore. Je pense qu'on devrait aussi regarder un petit peu la Martinique. Ils ont un petit peu d'avance sur nous, je pense aussi. Il y a déjà des choses qui se développent, comme la colocation de personnes âgées. C'est des choses, il faudrait les regarder attentivement à ce qui se passe en Martinique. D'accord. Alors, Madame Patchan, sur l'APF, qu'est-ce que vous pouvez dire pour présenter un petit peu de cette structure? Alors oui, donc moi je suis adjointe de direction à l'APF Pôle Guadeloupe Autonomie, qui était connue avant sous le nom AGSPH, Association Guadeloupéenne de soutien aux personnes en situation de handicap, et nous sommes présents depuis une vingtaine d'années sur le territoire pour favoriser le maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie, donc que ce soit des personnes en situation de handicap ou des personnes âgées. Et l'idée, c'est vraiment de respecter le choix de vie de la personne. Qui ne veut pas aller en EHPAD, par exemple. Qui ne veut pas aller en EHPAD ou qui n'a pas la possibilité d'y aller. Il n'y a pas les moyens, parce qu'il n'y a pas les moyens, il y a le nombre de places aussi. Donc, favoriser le maintien à domicile de ces personnes en toute sécurité. Donc, que ce soit par l'accompagnement aux aides techniques adaptées ou à l'aménagement du logement, parce qu'il faut savoir que les logements ne sont pas toujours adaptés aux personnes en situation de handicap ou aux personnes âgées. Donc, nous avons plusieurs services et dispositifs qui interviennent pour accompagner ces personnes sur l'ensemble du territoire. Et puis, nous faisons aussi de la prévention, parce que c'est aussi accompagner les personnes vieillissantes, donc faire de la sensibilisation et de la prévention et voir au niveau des acteurs aussi comment intervenir sur le territoire. Parce que Madame Saint-Sauveur vient de donner un exemple concret d'une personne qui a subi un vol en son absence. Alors, au niveau de la sécurité, il y a des éléments qui sont mis en place. Il y a des choses qui peuvent exister comme de la téléassistance ou alors voir pour mettre en place aussi des aides à domicile avec la personne. Donc, il y a pas mal de choses qui existent. Vous venez de parler au niveau de l'APA aussi. Nous aussi, on intervient sur tout ce qui est accès aux droits. Donc, comment aider ces personnes-là au niveau de leurs ressources, au niveau des démarches, parce que maintenant, tout est dématérialisé. Les personnes âgées ne savent pas toujours comment faire les démarches. Donc voilà, on intervient sur l'ensemble de ces missions. Je continue mon tour de table. Madame Guiogou, il y a
c'est au mois de janvier, j'ai vu un grand patron des UNCAS qui est venu ici. Il a fait un beau discours, mais concrètement, qu'est-ce que ça a donné? Bonjour donc aux auditeurs. Un grand patron de l'UNCAS qui est venu en Guadeloupe, je dirais le président de l'Union nationale des CCAS, effectivement, qui a fait le tour de la Guadeloupe concernant la position et le positionnement des CCAS en Outre-mer, notamment chez nous. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'Union nationale des CCAS, dont je suis la vice-présidente, s'est positionnée déjà depuis 2017 concernant le bien vieillir, concernant la réforme. Cette réforme, nous voulions en 2017 porter une loi, être contributeur de cette loi avec Brigitte Bourguignon. C'est ainsi que nous avons mis en place le livre blanc de l'autonomie. Maintenant, ça n'a pas été retenu, mais nous continuons quand même à mener le combat. Et depuis 2021, effectivement, avec le CNR, le Conseil national de refondation bien vieillir, l'Union nationale des CCAS a pris sa place et a apporté ses contributions concernant le bien vieillir, aussi bien pour l'outre-mer que pour la métropole. Sur la réforme du grand âge, par exemple? Alors, sur la réforme du grand âge, nous avons porté un certain nombre de contributions, notamment sur l'optimisation des services, par exemple. Nous avons aussi demandé à ce qu'il y ait un regroupement des établissements médicaux, puisque les CCAS et l'Union nationale des CCAS, c'est aussi une association de maires. Hein. Donc, pour nous, l'objectif principal, c'est le maintien, l'isolement, la santé. Nous avons des défis que nous devons pouvoir répertorier et défendre sur le territoire. Donc c'est le rôle de l'Union nationale des CCAS en tout ce qui concerne l'accompagnement social, le maintien, les EHPAD. Nous avons des CCAS, plus de 700 CCAS qui gèrent des EHPAD. En Guadeloupe, qu'un seul, mais en métropole, il y a plus de 700 communes qui gèrent des CCAS, qui gèrent des résidences d'autonomie, qui gèrent des maisons de santé et autres. Et c'est vrai que plus que jamais, ce dispositif, cette question est une question essentielle pour les maires, puisque nous sommes garants aussi du bien vieillir, nous sommes garants de l'aménagement du territoire, nous sommes garants d'un certain nombre de dispositifs qui font qu'aujourd'hui, l'Union nationale des CCAS a toute sa place. Alors, c'est la dernière question sur ce point-là. Alors, vous êtes responsable du CCAS des abîmes, mais il y a une union départementale de l'ensemble des CCAS, j'ai envie de dire, elle est presque muette. C'est vous qui le dites? Non, je pose la question. C'est vous qui le dites, j'entends, vous le dites, vous dites qu'elle est muette. Moi, je ne dirais pas cela du tout, puisque en janvier, c'est l'Union départementale qui a initié la visite du président. Hein, oui, mais j'ai entendu la visite, mais après la visite, c'est bien joli. Nous avons mis en place le congrès des Outre-mer où nous allons sortir des pistes de travail pour pouvoir développer des actions sur le territoire. Nous avons mis en place des actions avec les compagnons bâtisseurs où nous allons signer une convention. Nous allons signer une convention avec la Fédération des centres sociaux, puisqu'aujourd'hui, beaucoup de centres sociaux et des établissements de vie sociale sont sur le territoire de la Guadeloupe. Nous allons signer une charte de collaboration. Peut-être que nous sommes un peu timides, on ne nous entend pas, mais nous travaillons. Bon, on verra ça dans l'avenir. Alors, je me tourne vers Mme Flirette, qui est directrice de la mutualité française. C'est vrai que pour les personnes âgées, mais pas que, la mutualité, elle est indispensable. Alors, c'est vrai qu'au niveau de notre union régionale en Guadeloupe, nous développons beaucoup de dispositifs et d'actions en faveur du public des personnes âgées, à la fois pour le compte de la conférence des financeurs en répondant aux appels à projets que pour ceux de la CGSS. Et nous travaillons sur tous ces éléments qui permettent à la fois de réduire l'éloignement des personnes par rapport aux informations, leur apportant des informations sur l'accès aux droits, sur la santé des aidants, mais aussi en étant dans le concret sur l'accompagnement de l'outil de conduite pour les personnes âgées avec un partenaire. Nous sillonnons la Guadeloupe pour leur permettre d'avoir de nouvelles informations sur la sécurité routière. Donc nous sommes présents, en tout cas sur différents champs liés au grand âge. Alors, je reviens vers vous, Madame Saint-Sauveur. Cette réforme du grand âge, est-ce que vous avez le sentiment que ça va être du concret? Parce que j'entends beaucoup, j'entends beaucoup de blabla, mais concrètement, je ne vois pas réellement ce qui se fait pour les personnes âgées, d'autant plus qu'on l'a dit, on le répète tous les jours, que dans 20 ans, dans 10 ans, dans 30 ans, etc., la Guadeloupe sera le pays le plus vieux du monde, etc. Alors, concrètement, qu'est-ce que la CNR, ce Conseil national français, va porter sur cette réforme va porter? Alors, c'est sûr que le gouvernement va nous proposer un cadre qui ne sera peut-être pas suffisant. Voilà, à nous de nous battre. Nous avons des élus pour,
Nous avons des représentants pour. Si la population est derrière, parce que la population elle est concernée, que ça soit directement ou parce qu'en son sein, il y a des membres de la famille qui sont concernés par le vieillissement, il va falloir se battre de toute façon. Moi, quand j'ai regardé les 4 axes qui sont proposés par ce Conseil national, pour l'instant, les thématiques sont là, mais bon, les citer comme cela, on a l'impression que c'est tellement vague. Derrière, il s'agit d'aller chercher les moyens. Oui. Et pour les savoir, il faut se battre. Nous avons deux députés qui ont travaillé avec Jérôme Guedj sur une proposition de loi qui est fort intéressante. Oui. Elle est dense, une proposition qui, de mon point de vue, comprend tous les aspects des besoins que nous aurons à satisfaire face à ces enjeux. Peut-être que nos 2 députés pourraient être invités prochainement pour les inviter à dire de quelle manière ils s'engageront pour que cette loi, elle soit... voilà. Vous êtes optimiste, quoi? Pourquoi pas? Ils ont travaillé à la proposition de loi et derrière, il y a les autres élus. C'est sûr que c'est ensemble que nous y parviendrons. Ce ne seront pas les maires seuls, ce ne seront pas les conseillers départementaux seuls, ce ne seront pas les conseillers régionaux seuls, ce ne seront pas les CECAS seuls, ce ne sera pas l'UNCAS seul. Les CECAS font du travail. Oui, mais il s'agit d'aller chercher des moyens parce que, par exemple, quand on met pour repérer l'isolement social et mieux prévenir la perte d'autonomie, c'est quoi mieux prévenir? Il faut plus d'argent. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, des moyens concrets. Voilà, il faut se battre pour aller chercher cet argent-là. Ce sont nos députés, nos différents représentants, mais ensemble, qui pourraient nous permettre d'obtenir ces moyens-là. Mieux accompagner la question des aidants. Oui, il faut de l'argent. Oui. Mais c'est de l'argent qu'il faut. Enfin, il y a comme des choses qui se font au niveau national qui vont permettre de fournir la loi. On a sur le cadre de la Fédération nationale de la mutualité française, la FNMF, avec la Croix-Rouge, avec un hôpital du nord de la France, ils ont mis en place un dispositif ressources d'accompagnement à domicile. C'est une expérimentation en France, mais en Guadeloupe. Tous les départements. Mais on y arrivera. Vous savez, on n'a pas toujours le seuil de rentabilité nécessaire pour un certain nombre d'expérimentations. C'est une expérimentation qui s'est passée, qui est en cours d'ailleurs, sur un article 51, où il fallait quand même avoir un SIAD, un hôpital, un EHPAD, un certain nombre de services d'accompagnement qui aient l'habitude de travailler ensemble. Ce qui est le cas des services et d'accompagnement mutualistes. Ils sont en train de dire voilà ce que nous avons mis en place pour cet accompagnement des personnes âgées. Voilà ce que nous avons mis en place pour accompagner le maintien à domicile. Cet article 51, ce dispositif d'accompagnement au domicile sera expérimenté, sera évalué et on pourra dire au bout de 3 ans, voilà ce qu'il en ressort. Déjà dans le projet de loi de la Sécurité sociale de 2022, un certain nombre d'éléments liés aux évaluations de ce qu'a mis en place la FNMF était déjà dans la loi de 2022 avec les pôles ressources pour permettre aux EHPAD de pouvoir avoir un certain nombre d'infrastructures, d'ingénierie à mettre de bonnes pratiques au service du domicile. Puisqu'on a beau dire, les personnes âgées sont au domicile, elles sont chez elles, elles ne sont pas en institution et en tout cas, elles ne veulent pas y aller. Encore moins chez nous. C'est ça. Et encore moins chez nous. Oui, il faut des moyens. Oui, je pose la question, est-ce qu'il y a ou pas urgence? Oui, bien sûr qu'il y a. Clairement. Oui. Il y a urgence dans la mesure où, qu'on le veuille ou pas, dans quelques années, nous serons confrontés à cette situation. Oui. Donc il y a nécessité de se préparer. C'est la raison pour laquelle nous sommes tous là, pour pouvoir apporter notre contribution, pour qu'on puisse au moins nous entendre. Oui. Parce que nous voulons tous qui sommes là une loi, sauf qu'aujourd'hui on parle de réforme, on ne parle plus de loi. Oui. Alors maintenant, il faudrait que nous puissions nous faire entendre par nos moyens, par nos institutions. C'est ce qu'a fait l'Union nationale, c'est ce qu'a fait l'URIOP, c'est ce qu'a fait un peu toutes les personnes qui s'occupent de ce dossier du bien vieillir pour pouvoir porter leur contribution, porter ça aux élus à l'Assemblée nationale, au Sénat, pour défendre véritablement ce problème du bien vieillir qui pose problème peut-être un peu plus crucial au niveau de l'outre-mer puisque nos territoires sont spécifiques par rapport au territoire national. Quand je vois par exemple Mayotte ou quand je vois La Réunion, les problématiques sont encore plus prégnantes que nous en Guadeloupe. Donc aujourd'hui, il est nécessaire pour nous de porter nos contributions
aux élus pour qu'ils puissent défendre par rapport à nos compétences, par rapport à nos connaissances, pour pouvoir défendre un certain nombre de dossiers. Et c'est ce qu'a fait l'Union nationale des CCAS dans le cadre du CNR et dans le cadre du livre blanc. Nous avons porté notre contribution. Quelques pistes ont été retenues, beaucoup n'ont pas été retenues. Oui. Mais nous avons quand même porté notre contribution. Et je remercie beaucoup Mme Saint-Sauveur pour le travail qu'elle fait et ce débat qu'elle a instauré sur le territoire de la Guadeloupe. Moi, j'appelle encore qu'il y ait beaucoup de Guadeloupéens qui puissent avoir cette posture-là pour que nous puissions débattre un certain nombre de dossiers qui sont des dossiers prégnants sur notre territoire afin que nous puissions porter notre contribution. Respecter ou pas respecter, ça c'est un autre débat. Mais nous portons nous portons notre contribution, nous faisons notre job, nous faisons ce qu'il y a à faire. Voilà, on a travaillé, voilà ce qu'on produit, voilà ce qu'on donne. Maintenant, à nos élus, à nos députés et sénateurs d'aller défendre. Et moi j'insiste là-dessus, à défendre ces propositions qu'on leur donne. Oui, Monsieur Baptiste, il faut travailler sur la proposition. Ils font partie de la proposition avec Jérôme Gage. Ils font partie. C'est un premier pas important. D'accord. Et moi, ce que je voudrais rajouter, j'allais poser la question à Mme Nation, justement. Alors, c'est qu'il y a vraiment urgence, puisque c'est vrai qu'on dit que d'ici 2030, que la population vieillissante sera beaucoup plus importante, que nous sommes dans une prévention, etc. Mais il y a ceux qui sont déjà là actuellement. Nous avons notre population vieillissante actuelle et nous voyons au domicile beaucoup de personnes en difficulté. Alors, c'est vrai qu'il y a des choses qui se font et qui commencent à se mettre en place. Par exemple, nous avons participé à une expérimentation qui est l'Éclat, qui est un dispositif d'accompagnement local sur les aides techniques par la CNSA, qui nous a permis d'avoir une équipe qui va à domicile pour préconiser des aides techniques adaptées aux personnes en situation de handicap, pour que nous n'ayons pas trop de matériel préconisé sans que ce soit utilisé, que ce soit adapté dans de bonnes conditions pour la personne, avec des ergothérapeutes. Donc il y a des choses qui avancent, mais il manque des choses, ne serait-ce que sur l'accessibilité, la voirie. Ça, c'est des choses que nous pouvons faire et ça ne concerne pas que les personnes vieillissantes. Ça concerne les femmes enceintes avec une poussette, ça concerne une personne qui a eu un accident, quelqu'un qui a eu un handicap. Donc, nous sommes tous confrontés à ça. Donc, il y a vraiment des choses qui peuvent être faites assez rapidement. Nous pouvons travailler ensemble avec des personnes qui ont des expertises. Par exemple, nous avons des ergothérapeutes, des techniciens du bâti qui peuvent intervenir sur l'accessibilité, faire des préconisations. Donc, c'est vraiment un travail de collaboration pour pouvoir accompagner le plus rapidement possible ce vieillissement de la population. Et on le voit dans les rues, c'est pas seulement à domicile. C'est ça. Oui, il va falloir coopérer et de façon systémique. Je pense qu'on est un peu tous dans le social, mais c'est de façon globale. Quand on parle du vieillissement de la Guadeloupe, si on veut un chiffre, c'est 150 000 personnes sur notre territoire en 2040 qui auront plus de 370 000, donc voilà, un tiers, près plus de d'un tiers. 50%, voilà, ouais. Donc oui, il y a alerte, il faut coopérer, la filière est à organiser, les institutions, on sera obligé de coopérer et les acteurs sur le terrain, les acteurs professionnels qui ont affaire au quotidien avec les personnes seniors, faire remonter les informations, les difficultés que nous avons sur notre département. Bien sûr, la réforme sera importante, mais il va falloir être vigilant. On va nous proposer de l'EHPAD hors les murs, c'est-à-dire à domicile, vivre bien chez soi en bonne santé sur notre archipel. Il va vraiment falloir l'organiser. Oui. Alors, non, mais parce que ce que vous dites, c'est important. Alors, tout à l'heure, je parlais avec les gens de l'APA, du conseil départemental, et on s'aperçoit d'une chose qui est très concrète, c'est qu'il y a beaucoup d'associations aujourd'hui qui se montent pour s'occuper des personnes âgées. Mais ces gens-là n'ont pas la formation nécessaire. Qu'est-ce qui va se passer par rapport à la réforme? Est-ce que c'est prévu qu'il y ait vraiment... J'ai pas envie de dire un centre de formation aux personnes âgées, mais en fait, la question se pose de façon cruciale, parce que dans les maisons, les gens ne sont pas satisfaits du tout. Alors économiquement, il y a un terreau, c'est une opportunité pour nous, pour notre département, pour trouver de l'emploi, créer des associations ou des sociétés même à but lucratif. Mais la formation, ça sera le pilier de tout ça, de cette filière économique, la silver économique, qui va progresser, s'améliorer. Si on va vers de la labellisation aussi d'associations ou de structures, on ne pourra aller que dans ce sens-là. Et quand on parlait de formation des aidants, aussi les aidants familiaux non professionnels donc devront être accompagnés pour être formés. C'est le premier acte. C'est le premier acte, tout à fait. Des résultats des travaux du Conseil national. Reconnaître et simplifier la vie de ceux qui entourent les personnes âgées
aidants professionnels et proches. Oui. C'est le premier axe. Oui. Donc, on devrait trouver les moyens de qualifier ce personnel pour mieux accompagner nos personnes âgées. Oui. Non, parce que l'autre question qui se pose au regard de ce que vous dites, c'est qu'il faut effectivement, entre guillemets, presque une mobilisation du côté des élus, mais aussi des personnes. Mais quand les personnes ont 70 ans, ils ne peuvent plus se mobiliser. Oui, alors c'est les proches aussi, c'est les proches, c'est ceux qui... Est-ce que vous sentez cette prise de conscience? C'est-à-dire que, je ne vais pas donner d'exemple concret précis, mais dans une famille, il y a par exemple une personne âgée, mais on se rend compte que les parents proches délaissent pratiquement aux mains des gens qui soignent. Et ça, donc ça veut dire que au titre individuel, il n'y a pas cette mobilisation, cette prise de conscience. Il faut de la pédagogie. C'est comme on on ne peut pas forcément toujours qualifier l'attitude des proches par rapport à la situation qu'ils vivent. Vous savez, une personne proche qui va prendre en charge un parent atteint de la maladie d'Alzheimer, il peut se retrouver dans le déni de la maladie du parent, il peut se retrouver dépassé par la situation. Et vous avez beaucoup de professionnels à gérer au domicile. Ils ne sont pas toujours qualifiés pour. Et en fin de compte, très souvent, même sans loi qui arriverait, on a besoin de mettre en place des bonnes pratiques pour permettre une meilleure coordination des activités au domicile. La semaine dernière, la CCI a tenu un séminaire sur les services d'aide à domicile et l'arrivée d'un nouveau décret qui va rassembler services d'aide à domicile, services de soins. Nous avons des choses à construire, mais ce n'est qu'ensemble, déjà sur notre territoire que nous avons, que nous devons construire pour le mieux-être de notre territoire. Nous ne sommes pas à Paris intramuros, ni dans le sud de la France. Déjà, localement, nous avons à construire de bonnes pratiques. Madame Guiogou, justement, je pose la question en tant que responsable de ces CAS, très important, puisque c'est une des villes les plus importantes de la Guadeloupe. Comment vous sentez la progression des moyens, je parle? Alors, la progression des moyens, il faut savoir qu'aujourd'hui, nous sommes en grande difficulté, contrairement à ce qu'on pourrait penser, nous sommes en difficulté, puisque plus que jamais, avec les textes et les nouvelles lois, nous devons mettre en place un certain nombre de dispositifs. Maintenant, l'ARS, qui gère l'EHPAD et le conseil départemental, nous donne les financements, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi je prends le cas de l'EHPAD Jérémy Jalton, puisque c'est le seul EHPAD public que nous avons. Il était en grève d'ailleurs, il n'y a pas longtemps. Non, il n'est pas en grève, il a repris. Ils ont repris, ça y est. Ils ont repris, ça fait déjà un moment. Oui. Donc, quand je regarde le seul EHPAD, la Guadeloupe par exemple, un territoire aussi important, 32 CCAS, un seul CCAS qui gère un établissement de soins, un établissement médico-social, aussi bien un service de soins infirmiers à domicile qu'un EHPAD, alors que d'autres pourraient le faire. Et aujourd'hui, nous sommes, quand je dis en difficulté, par rapport à la loi et par rapport à tout ce que nous devrions mettre en place pour les personnes âgées, c'est vrai que nous sommes chaque fois en train il faut vraiment poser les choses pour qu'on puisse comprendre qu'il faut faire. Maintenant, nous avons un souci aussi, ça et quand on parle de formation, je crois que c'est très important. Nous avons un personnel qui est aussi un personnel usé par rapport à la charge de travail et par rapport à la dépendance de nos personnes âgées. Et ça va s'accentuer. Oui, ça va s'accentuer et nous devons nous battre justement, nous élus, pour faire comprendre qu'il faut renforcer ce personnel. Parce que quand vous avez quelqu'un qui a déjà 50 ans, par exemple, voire 55 ans, et qui travaille depuis plus de 20 ans avec des personnes âgées, la personne âgée qui a 50 ans, elle est en phase descendante, elle devient beaucoup plus lourde. Donc la charge de travail est beaucoup plus importante, sauf que l'autorité tarifaire vous dit, voilà ce qu'on vous donne, ce qui est constant depuis, je vais dire, le début jusqu'à ces 20 ans, sauf qu'il y a que l'augmentation du coût de la vie, sauf qu'il faut payer ce personnel-là, vous vous trouvez avec des congés de maladie, vous vous trouvez avec des personnes qui sont épuisées, il faut répondre à la demande, il faut répondre à accompagner ces personnes-là, donc quelque part, c'est quelque chose qui vous revient assez cher. Aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle, dans cette loi, cette réforme, nous disons qu'il faut revoir le ratio au chevet du malade.
enfin du malade, au chevet du résident. Il faut revoir les ratios au niveau du chevet au chevet des résidents. Maintenant, comment c'est un ratio infirmier, le ratio aide-soignant, le ratio animateur, il y a tous ces ratios-là qu'il faut revoir par rapport à la dépendance qui devient de plus en plus lourde. Et c'est pourquoi je dis que cette réforme, elle est porteur d'emploi. Si véritablement nous la travaillons et si nous nous battons pour qu'elle puisse se faire telle que nous, les organismes et les associations qui travaillent dans ce domaine, elle est porteur d'emploi. Parce qu'il faudra, premièrement, augmenter le nombre d'infirmiers, augmenter le nombre de soignants, augmenter le nombre d'ergothérapeutes. Il y a beaucoup de postes que nous devrions augmenter par rapport déjà à la dépendance. Mais ça, il faut qu'on nous entende, il faut qu'on l'entende. Oui. Et j'insiste, je reviens sur mes deux députés là, ils ont mis le pied là, c'est vraiment, faut les appeler, parce que ce chantier du bien vieillir, ils sont les mieux placés pour nous aider à initier ce chantier du bien vieillir en Guadeloupe. Je voulais juste rebondir sur la loi en fait qui est importante. Oui. C'est l'attractivité de tous ces métiers que vous avez cités. Les salaires qui vont... Le plan Ségur n'était pas suffisant, mais il faudrait aller un petit peu plus loin par rapport à ça. Qu'il y a eu le plan Ségur, quand même. Mais sur notre département, et pour revenir à notre territoire, notre archipel, oui, il va falloir des auxiliaires de vie, oui, il va falloir des aides-soignantes. Je rappelle que l'aide-soignante peut exercer en libéral. Ça peut être aussi, pourquoi pas, créer une autre société, un autre travail, d'autres métiers propre à notre département. On va avoir besoin de techniciens pour tout ce qui sera robotique, domotique à la maison, puisque ça va arriver, parce que là on est dans le prisme et dans la vue d'un vieillissement de la population maintenant, mais dans 15 ans, tout le monde aura de la domotique chez soi. C'est ça qu'il faut projeter, donc créer de l'emploi par rapport à ça et de la technique aussi, pas que du caractère social. On prend un exemple, un cas qui est très simple, c'est ce qu'on appelle la CAF et c'est... les gens qui dépendent de la CAF. Bon, depuis à peu près 4-5 ans, la CAF se numérise. Mais les personnes âgées sont complètement au sol par rapport à ça. Rupture de droit, on le rencontre de plus en plus, isolement. Qu'est-ce qui est prévu à ce niveau-là, par exemple, Mme Saint-Sauveur? Pourquoi ma voisine a été obligée ce matin de se déplacer pour renouveler sa complémentaire santé. Peut-être par ignorance de la personne aidante, parce qu'elle était accompagnée de quelqu'un. Oui. Peut-être parce que dans la famille, il n'y en a pas qui soient connectés, qui étaient en mesure de procéder au renouvellement en ligne. Bon, c'est vrai que les francs services ont été mis en place pour pallier à cela, mais on a des personnes qui ont du mal aussi à se déplacer. Donc maintenant, il y a des bus francs services qui se déplacent dans les quartiers, et ces bus francs services sont là aussi pour pallier à cela. Je pense qu'il faudrait peut-être davantage communiquer pour que les gens sachent à quel moment ces bus sont disponibles, qu'ils viennent avec leurs documents pour qu'au plus près des quartiers, on puisse mettre en accès ces personnes avec leurs droits. Et c'est vrai que nous, à la Mutualité française, nous avons quand même prévu de faire ces séries d'interventions avec d'autres partenaires sur l'accès aux droits pour les personnes âgées, avec les partenaires des francs services, avec notre bus santé pour aller au plus près de la population. Oui, c'est ça. Mais si la personne n'est pas informée, il y a... Pourquoi elle s'est rendue... Oui. Non, mais je rends grâce à Mme Saint-Sauveur d'organiser ces débats sur le troisième. Je disais, mais il y a une dimension qu'on a aujourd'hui dont on ne parle pas généralement, vous en avez parlé, c'est la dimension psychologique, c'est-à-dire qu'il faut aussi de l'accompagnement psychologique pour les personnes âgées, parce que vous avez des personnes âgées dépendantes bien évidemment, mais qui ont d'autres pathologies. Et de l'anxiété simplement. C'est ça, mais pas que la personne âgée. L'accompagnateur, l'aidant aussi doit avoir un accompagnement psychologique déjà pour comprendre aussi la situation de la personne, parce que souvent ce qui arrive, c'est qu'on s'énerve après la personne. Des fois, l'aidant même est en burn-out et en souffrance psychologique parce qu'il ne comprend pas aussi. Ça arrive jusqu'à la maltraitance. C'est ça, et on en arrive à la maltraitance. Et en fait, il faut proposer cet accompagnement pour que l'aidant puisse comprendre aussi l'aspect psychologique de la personne vieillissante, pourquoi elle se comporte comme ça, et qu'elle puisse aussi adapter son accompagnement. C'est le 4e axe. C'est ça. Le 4e axe. Voilà, c'est ça. Lutter contre les maltraitances et moraliser le secteur du grand âge. Oui, bien sûr. Ça veut dire que tout le monde sera formé. Non, mais dans le cadre du CNR Bien Vieillir, il y a
un volet maltraitance, parce qu'ils vont tenir les états de la maltraitance aussi. Et peut-être que là, on va pouvoir porter un certain nombre de pistes de réflexion. Je sais qu'un Joël Martineau pour l'Union nationale des CCAS fait partie de ce groupe de travail. Donc, nous porterons notre contribution au niveau de l'Union nationale. Mais j'appelle aussi aux autres associations qu'on puisse faire ce travail ensemble. Mais c'est pourquoi je dis que je remercie Mme Saint-Sauveur. Il faudrait peut-être que tu te donnes un peu plus, pourquoi pas. Mais vraiment rassembler les personnes qui tournent autour de ce sujet, parce que c'est un sujet primordial, c'est un sujet important. On le dit, c'est vrai. Tout le monde dit bientôt la Guadeloupe dans 2030 sera beaucoup plus vieillante. Mais qu'est-ce qu'on fait? Alors là, il y a... C'est bien la question. Mais il y a une initiative qui est très bonne, je trouve. Oui. Il faudrait qu'on puisse poursuivre. Il faut qu'on poursuive. Et il faut que nos députés puissent nous interroger aussi. Il faut vraiment qu'il y ait cette co-construction entre politique et association et intervenants pour pouvoir porter la voix de la Guadeloupe dans le bien vieillir pour les années à venir. Oui, c'est la question qui se pose. Est-ce que vous avez donné les noms de M. Califère et M. Baptiste? Oui. Qu'est-ce que, enfin, vous personnellement, vous êtes en contact? Je leur ai adressé mon manifeste. Oui, bien sûr. Et j'étais heureuse Ils l'ont lu comment? Ils l'ont lu? Je ne sais pas. Voilà. J'étais heureuse de découvrir qu'ils avaient travaillé ça, la question avec des politiques, Gedge sur la proposition de loi. Oui. Donc, ils sont prêts. Oui. Ils font partie des membres de la proposition de loi. Ils font partie. Ils sont dans la commission, mais vous savez très bien quand une loi est votée en France pour y vivre ici. Invitez-les. Non, il ne faut pas dire ça. Moi, il ne faut pas dire ça. Mais je le dis, je l'assume. Non, moi, je ne suis pas d'accord quand on dit cela. Pourquoi? Je dis qu'il y a des élus qui travaillent et qui portent leurs contributions, qui portent la voix de la Guadeloupe. Peut-être qu'elle n'est pas suffisamment entendue. Peut-être qu'elle n'est pas suffisamment entendue. Mais je ne peux pas dire que nos élus ne portent quand même pas la voix. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il y a des lois qui sont votées, des lois qui sont votées en France et qui prennent des années à être appliquées concrètement ici. C'est ça la question centrale. Il y a les décrets. Regardez la loi sur l'égalité réelle. Depuis le temps qu'elle a été votée, les décrets ne sont toujours pas derrière. C'est ça le problème. Mais maintenant, il faut que nos élus puissent vraiment monter au créneau. Et peut-être pas forcément monter au créneau. C'est pas suffisant. Mais vous savez, il faut être en construction. Nous sommes en construction, il faut être en construction aussi, peut-être quelquefois. Et peut-être ne pas être en fervent défenseur, en guerrier. Peut-être avoir notre posture de constructeur et de défendre les choses. Et ça aussi, c'est peut-être important. Et oui, puis, au niveau oui, Madame la... Je voulais aussi dire, adapter aussi les choses à notre spécificité, puisqu'il y a des choses qui se font au niveau de l'Hexagone, mais qui ne sont peut-être pas adaptées à chez nous. Donc, c'est vraiment faire remonter, en tout cas, toutes les informations pour que tout soit adapté à notre population et à notre territoire. Oui, globalement, au niveau de la mutualité, d'une manière générale, je sais qu'il y a beaucoup de petites choses qui sont faites sur l'aide à ces personnes, sur le sport, etc. Est-ce que vous avez toujours les moyens? Oui, mais nous sommes aussi portés par nos ressources nationales. Oui. Et nous avons en métropole la ressource mutuelle assistance qui est là, qui permet à l'ensemble des partenaires qui interviennent au domicile de pouvoir avoir une plateforme d'écoute. Oui. Donc les personnes appellent, c'est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour avoir ce temps d'écoute et d'échange, ce temps d'accompagnement pour permettre aux usagers d'avoir une réponse quant à l'aide à domicile, quant à l'accompagnement, quant à la téléassistance, quant à la domotique qu'on met en place. Donc on a des éléments, des outils qui existent. Et c'est vrai qu'il faut qu'on continue à présenter ces éléments que nous avons, ces ressources que nous avons, mais en tout cas, l'ensemble des partenaires, services à domicile et prestataires peuvent se référencer à cette ressource mutuelle assistante pour répondre aux attentes des personnes âgées, tant en termes d'accompagnement que d'écoute. Bon, c'est évident qu'on n'aura pas tout dit aujourd'hui, Madame Saint-Sauveur. Donc ça veut dire qu'il y aura peut-être un 4e épisode, j'imagine, qu'elle est déjà dans sa tête. On va conclure rapidement en faisant un tour de table en disant qu'est-ce que vous espérez concrètement? Qu'aucune de nos personnes âgées ne reste sur le bord de la route. Oui. C'est ça mon vœu. Et c'est pour ça que ce chantier du bien vieillir doit s'ouvrir. D'accord. Au niveau de la silver économie, qu'est-ce que vous espérez? Alors, déjà, pour arriver à ça, Madame Saint-Sauveur, il faut un vrai pacte solidaire entre Guadeloupéens. Oui. Donc, institutions, la silver économie, donc l'aspect industriel, on va dire, les institutions et puis toutes les associations qui œuvrent sur le territoire. Un pacte solidaire.
Même là, si vous faites remonter les informations que vous entendez là et que vous voyez là, oui, tout au niveau à de la fait. réforme. Et puis, je me rends compte que plusieurs associations, nous essayons de faire à peu près les mêmes choses. Par exemple, mettre en place des activités physiques adaptées, de former les aidants, d'essayer voilà, d'adapter le domicile. Mais l'idée, ce serait vraiment de travailler ensemble, qu'on puisse vraiment élargir les choses et de faire avancer en tout cas l'aménagement en tout cas sur notre territoire et puis promouvoir en tout cas le bien vieillir de notre population. Donc, Madame Guégou, par exemple, une commune comme Vieux-Fort aura peut-être un jour un sécasse? Alors, une commune comme Vieux-Fort, normalement, doit avoir un sécasse, puisque toutes les communes doivent avoir un sécasse. Mais il faut savoir qu'il y a la loi qui dit qu'au-dessus de 1000 habitants, il n'y a pas une obligation. Oui. Maintenant, vous me parlez de Vieux-Fort et c'est très bien, puisque j'ai eu encore le maire de Vieux-Fort aujourd'hui pour justement l'accompagner. J'ai tout capté pour ta tête. L'accompagner. Non, je l'ai eu aujourd'hui encore, puisqu'on doit se voir justement pour l'accompagner sur la mise en place de son centre communal d'action sociale. Oui. Il y a la volonté, oui. Et c'est pourquoi je dis, on travaille, on compte notre contribution. La mutualité. Les actions continuent à œuvrer sur l'ensemble du territoire, Marie Galante et Désirade compris, oui. Acteur incontournable. Oui, incontournable. Bien, on vous remercie et on attend la suite.